Heureux de vous accueillir, soyez les bienvenus. Nous allons parcourir l'actualité de la semaine, une actualité encore très chargée, très diverse, en compagnie des éditorialistes en poste à Paris qui vont donc nous offrir ce regard croisé. Alors de quoi allons-nous parler? Nous reviendrons sur l'automne du printemps arabe, où en est la Libye, et y aura-t-il un changement de gouvernance après la Tunisie et l'Égypte? Nous parlerons du énième plan de sauvetage de la Grèce avec un nouveau plan d'austérité et des opinions publiques européennes qui rechignent désormais à accepter cette solidarité. Nous parlerons de la Palestine qui joue son va-tout cette semaine à l'ONU. Y aura-t-il création d'un État ou non? Nous tenterons d'esquisser une réponse. Et puis dans le C'était-il-y-a, nous nous souviendrons qu'il y a tout juste 30 ans, en France, était votée par la gauche l'abolition de la peine de mort. Nous ferons un état des lieux à travers le monde. Voilà. Puis en fonction du temps qui nous restera, nous évoquerons quelques polémiques ou têtes d'affiche. Pour commenter ces thèmes de l'actualité, nous recevons aujourd'hui à la table de kiosque Ziad Limam, le directeur éditorialiste d'Afrique Magazine. Merci d'être des nôtres. Alberto Toscano, qui est le correspondant à Paris de l'agence italienne AGA. Merci également d'être là. Alexia Kefalas Ikaterimini, donc grand quotidien de la Grèce, avec cette actualité très chargée. Merci de nous avoir rejoints à Paris. Marie-Roger Biloa, directrice d'Africa International, donc le mensuel sur l'actualité de l'Afrique. Nous recevons également aujourd'hui Axel Kroos, qui est le correspondant du site en ligne Transatlantic Magazine. Merci d'être des nôtres. Et Dong Chang, des Nouvelles d'Europe, la revue de la Chine, nous apportera donc son regard sur cette actualité. Tout d'abord, donc, l'édito de Julien Brune, avec un printemps 2011 qui restera comme une date historique pour le changement de gouvernance dans le monde arabe. La Tunisie, puis l'Égypte ont montré, voici quelques mois, quelques semaines, ont donné le là à cette révolution. Et voici que la Libye est sur le point de les rejoindre. On ne sait pas, dans ces différents pays, quel sera le régime qui s'installera à terme. La Libye de Kadhafi qui bascule donc à son tour, même si on est sans nouvelles actuellement du dictateur de Tripoli. Édito, Julien. Donc 4 ans et un printemps séparent la fameuse visite à Paris d'un Kadhafi un peu trop voyant et celle de Sarkozy en Libye avec un Kadhafi en fuite, invisible cette fois, sauf en caricature. C'est très beau, c'est très émouvant, la liberté qui commence. Il y a 4 ans, on célébrait le retour fragile d'un Kadhafi assagi dans le concert des nations normales, tandis qu'aujourd'hui, c'est la chute d'un Kadhafi ayant en quelque sorte rechuté, en promettant un bain de sang massif à ses opposants, devenus insurgés et aujourd'hui victorieux grâce à l'appui massif de l'OTAN. Entre le printemps et l'été, presque tous les autocrates arabes arrivés au pouvoir dans le sillage de la décolonisation et du nationalisme socialisant sont donc tombés, comme des fruits mûrs d'ailleurs. Ils étaient vieillissants, ils cherchaient à transmettre le pouvoir à des fils ou à des gendres improbables, lesquels, contrairement aux fils syriens, n'ont même pas eu le temps de s'installer. Et maintenant, c'est l'automne. Le nationalisme vaguement socialiste est tombé dans le fossé. Qu'est-ce qui reste? C'est tout le problème. La question numéro 1 qui partout va se poser sera bien sûr la place dans ces nouveaux régimes de l'islam et donc aussi des femmes. Les bons conseils commencent à pleuvoir. L'Europe va essayer de vendre sa laïcité. L'Iran s'en mêle et conseille de ne pas écouter les Occidentaux. Le Premier ministre turc, lui, est déjà venu vanter son islamo-conservatisme et son panache blanc régional. La Tunisie, prudente, vient de se donner un an d'assemblée constituante pour réfléchir à tout cela. 1 an, ce n'est pas trop, car le chantier est immense. Alors bien sûr, la presse à travers le monde est intarissable sur ce changement politique dans le monde arabe. On va faire cette revue de presse habituelle. Voici ici le quotidien français Le Figaro, qui nous parle justement de ce voyage de Sarkozy et de Cameron, donc du français et du britannique accueillis en libérateurs, puisqu'on sait que ce sont ces deux pays qui étaient en pointe sur la décision et sur les frappes, avec évidemment l'appui des États-Unis. États-Unis justement, où le Washington Post nous dit Sarkozy et Cameron acclamés
tourner en Libye, même thématique. El País, l'Espagne, nous dit « Cette révolution est la vôtre ». C'est une déclaration sur place de Cameron, le Premier ministre britannique. Dans la presse des Émirats, Gulf News, le Royaume-Uni promet de débloquer les avoirs libyens gelés. C'est en effet important de pouvoir soutenir financièrement cette révolution avec les fonds qui étaient répartis dans différentes banques à travers le monde par Kadhafi et son équipe. Quotidien chinois China Daily, la Chine reconnaît l'autorité du CNT, le Conseil national de transition. Au Canada, les Libyennes réclament une place au sein du nouveau pouvoir. Il semble en effet que la parité ait quelques difficultés à s'installer dans ce nouveau gouvernement ou dans ces nouveaux gouvernements, on peut le signaler. L'Orient le Jour au Liban nous dit l'opposition syrienne sur la voie de l'unité. Y aura-t-il un automne, peut-être un hiver de même facture dans ce pays, nous le verrons, à Damas. En Turquie, les frères musulmans discutent du modèle turc. Et puis, dans le courrier de l'Atlas, la presse du Maroc, révolutions arabes, quel rôle a joué l'Amérique? Nous poserons la question à Axel dans un instant. Tout d'abord, Ziad Limam, on regarde ce printemps qui s'étend vers l'Est. Jusqu'où? Et est-ce que ces révolutions débouchent sur un système qu'on peut qualifier de démocratique, disons, comme dans le monde occidental? Ce qu'on avait dit avant tous de partir en vacances, c'est que chaque pays est différent et que le regard qu'on peut avoir sur la Tunisie ou sur l'Égypte ou sur la Libye ou sur la Syrie est un regard particulier. Les idées sont communes. Ce qui pousse ces révolutions, c'est des idées communes de démocratisation, la fin des leaders providentiels, la fin des oligarchies, la fin du pouvoir de l'argent, la fin de la dictature. Tout ça, c'est des idées communes. Mais dans chaque pays, il y a des réalités politiques locales qui font que chaque situation est particulière. Moi, je pense que la Libye entre dans un processus très complexe qui va durer très longtemps. Et c'est un pays où il n'y avait pas une énorme société civile et politique constituée, alors qu'en Tunisie et en Égypte, à mon avis, c'est les deux pays à regarder maintenant dans les semaines qui viennent, parce qu'on est dans des pays où il y a des sociétés politiques et des sociétés civiles, des élections en Tunisie dans 4 semaines qui vont avoir lieu dans un climat qui est quand même plutôt pas si désastreux que ça. Il y a une campagne électorale. Donc tout ça est intéressant. Vous parlez de la Tunisie un mois avant qu'on ne poursuive le tour de table. En Tunisie, pour ces élections, 104 formations politiques, 1600 listes recensées. Pardon ? Et beaucoup de femmes. Oui. Et un spectre qui va de l'extrême gauche. 1600 listes, ça fait quand même beaucoup. Tant mieux. Avant, on n'en avait qu'une et demie. C'est vrai, celle qui était au pouvoir et ceux qui étaient les copains du pouvoir. Maintenant, vrai. il y en a 1600. Ce que je veux dire, on ne faut pas râler trop non plus. Laissons faire le processus créatif. Une dernière chose avant de laisser la parole, la question de l'islamisme qui revient en permanence à la télé, etc. L'islamisme est une réalité politique de ces sociétés. C'est une réalité sociale. On ne peut pas faire de la démocratie dans le monde arabe en disant il n'y a pas d'islamistes ou il faut mettre des islamistes en taule. Il y aura des islamistes au Parlement en Tunisie. Comme en Turquie. Comme en Turquie, comme en Égypte, comme en Libye. Simplement, est-ce que le reste de la société va pouvoir apporter des arguments politiques? On voit le cas en Tunisie, par exemple, la mobilisation des pro-laïcs ou des républicains non islamistes, ça se mobilise, ça bouge, le combat est réel. Mais il n'y aura pas de disparition de l'islamisme politique par une espèce de miracle européen ou américain parce qu'on ne les aime pas. Merci Ziad. Nous allons nous tourner vers Alberto. On sait que vous êtes attaché à une unité de parole, une solidarité européenne. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs sur la crise grecque. Les Européens, une fois encore, en ordre dispersé. Il y a eu la Grande-Bretagne et la France, notamment sur la Libye. Pas d'unité européenne. Oui, on s'est divisé au sujet de la Libye. Certains pays ont montré avoir prêté beaucoup d'attention à leur échéance de politique intérieure et ont fait un peu de cinéma en profitant de cette situation. Mais ceci dit, je préfère regarder la partie bonne de la situation, c'est-à-dire l'Europe, malgré tout, s'est engagée pour la Libye. L'Europe, malgré tout, s'est engagée pour la Tunisie, pour les autres, pour l'Égypte. L'Europe a fait sentir sa voix et sa disponibilité. Je me permets de dire un mot au sujet de ce que mon ami Ziad disait sur les islamistes. Il a parfaitement raison. Les islamistes font partie de cette société. Mais quand une démocratie se crée, il est, je crois, important qu'il y a des règles certaines. C'est-à-dire ceux qui participent aux élections, qui sont susceptibles d'avoir le pouvoir, comme on a vu en Turquie, doivent ensuite s'engager à respecter les lois. C'est-à-dire les forces, théoriquement, susceptibles d'être éversives doivent accepter le cadre
juridiques constitutionnels, comme on a vu en Turquie. Mais tu ne peux pas les exclure à l'avance. Non, bien sûr. Donc il faut bien qu'ils aillent aux élections Vous et avez après eu on... cette précaution. Mais il est important que ceux qui participent aux élections acceptent le cadre constitutionnel. Mais les islamistes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que ceux d'il y a 20 ans. C'est magnifique. Marie-Roger Biloa, je vous pose la question. Lorsque l'on voit ces changements, je ne sais pas s'il faut parler d'arrivée de la démocratie, mais en tout cas, un certain nombre d'hommes forts qui étaient là depuis des décennies et qui dégagent, pour reprendre le terme qui était utilisé notamment en Tunisie, est-ce que ça ne colle pas des insomnies à certains dirigeants africains qui sont là depuis pas mal de temps, qui essayaient de pousser les uns leurs fils, les autres je ne sais qui, et qui, voilà, au niveau des élections, avaient des scores extraordinaires, mais qui peut-être se disent, tant que c'est à l'Est, c'est bien, mais si ça descend au Sud, c'est plus ennuyeux. C'est vrai qu'il y a une grande inquiétude, mais elle est augmentée par le fait qu'il y a une invasion ou une attaque en règle contre la Libye, c'est-à-dire l'intervention de puissances étrangères. Ça fait encore plus peur. Parce que tant que c'était juste les sociétés civiles, on se dit par la répression, on peut retenir. Voilà, on a une ou armée, alors par une nouvelle politique, on fait des cadeaux aux jeunes, on se dit on peut gérer. Mais s'ils ont l'impression que maintenant, pour le pétrole ou pour toutes sortes de raisons pas claires, c'est licite d'organiser des interventions militaires. Voilà, et on ne sait pas comment l'histoire jugera un peu cette intervention de l'OTAN en Libye. On ne sait pas, parce que la Libye, ils ont repris la main complètement sur le processus, parce que quand on regarde, c'est plus tellement le CNT qui fait quoi, c'est l'OTAN qui a réussi à renverser Kadhafi, même s'il est en fuite. Et ça, c'est un problème, c'est une hypothèque lourde sur ce processus. Donc vous me dites que peut-être que certains dirigeants africains qui regardent peut-être cette émission se disent en effet... Tous les dirigeants africains regardent cette émission. Pardon ? Tous les dirigeants africains J'en regardent suis cette absolument émission. persuadé. Et Marie-Roger. Voilà, c'était simplement pour dire qu'en effet, ce changement peut modifier pas mal de choses dans la gouvernance internationale. La question du courrier de l'Atlas, je vais vous la reposer, Axel. Révolution arabe, quel rôle a joué l'Amérique ? On a eu le sentiment que la Grande-Bretagne et la France étaient en pointe, et qu'Obama s'est bien gardé d'ouvrir un troisième front après l'Afghanistan et l'Irak. Non, il a décidé de jouer un rôle leading from behind. Ça veut dire qu'il ne voulait pas être le conducteur, mais derrière le conducteur. Néanmoins, sans le soutien militaire, logistique, renseignement des États-Unis, à partir des centres de renseignement à Djerba, etc., l'opération aurait vraisemblablement échoué à cause de leur capacité militaire. Je parle de l'engagement Donc vous dites militaire. qu'ils n'étaient pas en pointe, ils n'étaient pas dans la vitrine, Non, mais ils étaient en back-office. Ils n'étaient pas seulement hyper présents. Mais pour revenir à la question plus large sur la région, parlons un peu rapidement sur les pays qui ne sont pas concernés par ce printemps. La Syrie, par exemple, qui est concernée. Non, je parle de l'Occident et leur réaction vis-à-vis de ce qui se passe. Il n'y a pas d'intervention, ni des États-Unis, ni des pays européens. Intervention, sauf pour des boycotts, etc. L'Algérie, le grand sujet tabou, où les choses bougent aussi énormément, mais personne ne veut le dire et personne ne veut réagir contre un régime militaire. Ça est un problème. Les États-Unis ont soutenu à fond, à travers des militaires, en Tunisie et en Égypte. Et donc, ils sont hyper présents. Le secrétaire d'État adjoint était à Tripoli cette semaine, disant la même chose que les Européens, en disant « nous sommes avec nous ». Un dernier mot sur l'Europe. L'Europe était finalement absente dans le sens des institutions. L'OTAN, 27 membres, il n'y avait que 8 membres de l'OTAN qui ont participé, surtout la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Les autres opérations militaires étaient vraiment secondaires. Mais il n'y avait pas de place non plus. À entendre Axel, on a toujours l'impression qu'il y a une stratégie américaine et il y a des marionnettes européennes. Non, mais c'est tout le temps comme ça. Et non, il y a une réalité. Ah oui, alors qu'est-ce que tu as dit? Poursuivez votre idée. Non, parce qu'il y a une réalité qui est... Non, mais il y a une réalité qui est aussi une volonté d'agir. Ça s'est fait vite, ça s'est fait brutalement, ça s'est fait violemment. Ça, c'est un autre débat. Et comme dit Marie-Roger, l'histoire le montrera si c'était bon ou pas. Mais il y avait quand même une volonté qui a été faite devant les États-Unis et qui, dans un cadre qui est celui de l'OTAN et qui, a priori, marche. C'est tout. Obama a simplement dit que je ne pas... D'ailleurs, un petit mot. La Tunisie et l'Égypte, qui étaient des vrais mouvements civils pour le changement,
on ne voit plus beaucoup l'aide des Européens. Ils ont promis beaucoup. On n'en parle plus. On met le paquet sur le pays qui a le plus de pétrole. Quand même, c'est la vision optique qu'on a en ce moment. Je vais demander à Dong Chong de nous répondre par rapport à cette situation. Visiblement, donc, Pékin reconnaît ces révolutions, les soutient, même parfois, même si c'est un peu plus tard. C'est un changement, un tournant dans la diplomatie chinoise qui n'intervenait pas dans les affaires intérieures d'un pays. La Chine continue à observer les mêmes principes, d'abord. Et puis, le gouvernement a reconnu le CNT. Ouais. Conseil national de transition, donc voilà. l'opposition. Et ça, c'est la voix du gouvernement. Ouais. En ce qui concerne ce qu'a dit Alexia tout à l'heure, c'est exactement la vision que la plupart d'internautes chinois, parce que c'est sur Internet qu'on voit la voix du peuple, qu'on voit cette guerre. Et on s'amuse un peu à dire que cette guerre, d'abord c'est la guerre de Sarkozy, puis c'est un spectacle de marionnettes. Il y a l'OTAN, mais aussi Sarkozy, etc., les rebelles, d'accord, sans vouloir les froisser, mais eux, ils exécutent comme des marionnettes. Et comme Sarkozy est allé à Tripoli, proférer la bonne parole en invitant les gens à avoir le courage. Mais on dit que maintenant, c'est plutôt au président français d'avoir le courage d'affronter vraiment une situation assez embarrassante. Au lieu d'aller chercher le pétrole, parce que c'est bien le pétrole qu'on est allé chercher. Un dernier mot, c'est un opposant syrien qui se plaint sur Libération, disant que nous n'avons pas de pétrole, personne ne nous soutient dans notre lutte pour la liberté. Ce que je disais, d'abord, premièrement, je ne pense pas que les Arabes seront manipulés aujourd'hui comme ils l'ont été manipulés pendant 50 ans, parce que c'est une nouvelle génération, d'abord, qui a fait des révolutions, qui a pris le pouvoir. Et vous verrez qu'en Libye, les manipulations européennes auront beaucoup de mal à fonctionner parce qu'il y aura les Chinois, il y aura les Russes, il y aura les Turcs, il y aura les Africains, il y aura toutes sortes de gens qui vont se mêler. Les Africains, beaucoup moins. Ils sont surtout tués et massacrés par je dis oui. C'est notre problème. Mais je veux dire, ces gens-là ne sont pas des pantins. Et sur l'Amérique, quand même, juste pour ne pas être d'accord avec mon ami, on n'a jamais vu l'Amérique aussi... Quand vous dites mon ami, On n'a jamais vu une des grandes déceptions de cette histoire, c'est Barack Obama. La présidence américaine, elle est où depuis 6 mois sur le monde arabe? Ils sont bloqués sur Israël. Ils ont tenu Moubarak avec une ficelle jusqu'au moment où ils se sont dit on ne peut plus le tenir et ils l'ont lâché. Il y a des tas de théories du complot en Tunisie, qu'ils étaient derrière les militaires. Tout ça, c'est du blabla. Ils ont été absents. L'homme qui devait amener le changement, l'homme qui incarnait la rupture, etc., ils ne sont pas là. Alors, ils ont peut-être des problèmes entre eux, mais ils ne sont pas là. Parce qu'on est trop près des élections. C'est parce qu'on est trop près des élections, Axel, pour Obama. On peut revenir. La décision concernant la Libye était une décision froidement faite par Obama. C'est-à-dire, au départ... laissez-moi terminer. Il ne voulait pas. Parce que les gens du Pentagone, en disant que ça va ouvrir une situation impossible à gérer, militairement dangereuse. Nous avons 2 guerres en cours actuellement dans les pays musulmans, l'Afghanistan et l'Irak. Et ce qu'on voulait faire éviter, d'abord, c'est une 3e guerre avec un pays musulman. Et il est parfait. Lisez le discours d'Obama au Caire et Istanbul. Il est parfaitement ouvert. Et il est tout le temps devant. Ces discours-là ont dégelé la situation. Je suis sûr que ça a contribué au printemps arabe. Ça a commencé en Iran il y a 2 ans. Et c'est ça. Non, je crois qu'une chose est claire. Sur la crise de la Libye, les Européens ont eu l'initiative. On ne peut pas dire que sur la Libye, les Européens ont été des marionnettes des Américains. La France, l'Angleterre et les autres. Et l'Allemagne n'a pas participé à l'opération militaire. Mais l'Allemagne... L'Allemagne n'a pas participé à l'opération militaire, à la différence de la Grande-Bretagne, de la France, de l'Italie et d'autres pays. Mais l'Allemagne était présente à la réunion à l'Élysée quand cette décision a été prise. Donc, on a malgré tout montré, une cohésion européenne. Mais la chose qui me permet que je voulais souligner est qu'on ne peut pas dire que sur la crise en Afrique du Nord, les Européens ont été des marionnettes des Américains. C'est pas vrai. Alors,
Oui. Et juste pour signaler, on ne peut pas aussi confondre et mettre tout dans un même panier. La Libye, c'est quand même différent de la Syrie. Et que la Syrie, attaquer comme ça la Syrie, il y a d'autres, ils sont en train justement de voir, il y a d'autres répercussions sur la région qui seraient bien plus désastreuses. Donc à chaque fois, tout le monde met tout dans le même panier. Et il faut voir un petit peu la géostratégie de chacun. Oui, voilà donc en quelques mots la situation de ce printemps arabe. Nous verrons si la semaine prochaine, il y a du nouveau sur la localisation de Kadhafi, même si jour après jour, effectivement, l'opposition prend des positions nouvelles. Alors, quelques dessins autour de cet automne arabe. Regardez l'automne, vu par Kishka. Les feuilles qui tombent une à une. Voilà, on voit Bachar al-Assad, on voit Kadhafi, Ben Ali, Moubarak, qui sont tombés. Peut-être d'autres suivront. C'est son regard. Sarkozy, en libérateur de la capitale libyenne, Tripoli outragée, Tripoli brisée, Tripoli martyrisée, mais Tripoli libérée. Évidemment, allusion au discours de De Gaulle lorsqu'il y a la libération de la France, voici un peu plus de 60 ans. Et puis les révolutions arabes, génial, c'est moins pointure, dit cet islamiste, vous voyez, le symbole du socle qui tenait la statue de Saddam Hussein, comme si les islamistes étaient en embuscade. Voilà pour ce printemps qui décidément tient beaucoup de place dans l'actualité, mais il y a d'autres thèmes, nous les voyons à la une. C'est l'autre feuilleton de ces derniers mois, j'ose presque dire maintenant de ces dernières années. Il y a ce qu'on a appelé la crise de l'euro. Il y a surtout l'un des pays de l'Union européenne, des 27 pays de l'Union européenne, la Grèce, qui a un besoin fort d'une solidarité donc financière. Sa dette est énorme, puisqu'on parle même d'une sortie possible de la monnaie européenne, de l'euro. Alors une réunion de crise a eu lieu en Pologne avec les ministres des Finances des pays européens, avec également Timothy Geithner, que vous voyez ici, et qui est donc le secrétaire d'État américain au Trésor, qui était venu sur place, il avait été invité. Une constatation, peut-être avant d'aller beaucoup plus loin, c'est qu'il y a un désaccord, une vision discordante entre les Européens et une sorte de bras de fer avec les États-Unis, les Européens disant aux Américains « merci pour vos conseils, mais gérez d'abord votre propre dette qui est largement détenue par les Chinois. Je n'invente rien. » Alors, on va faire une petite revue de presse. Pourquoi s'en priver? The Economist ici nous dit comment sauver l'euro. Mais quand on lit à l'intérieur, je vous rassure, on n'a pas non plus la règle du jeu pour sauver cet euro. Autriche, Grèce, les pays de la zone euro à bout de patience. Alexia, ça nous promet une intervention de votre part assez musclée, mais je ne donne pas encore la parole. Dans la presse polonaise, les banques centrales injectent des dollars dans les banques européennes. Shanghai Daily, quotidien chinois. La Chine prête à aider l'Europe. Bonne nouvelle, vous allez nous confirmer cela dans un instant, Dong Chung. Et puis, quotidien grec que l'on voit ici, 25 minutes de promesses en forme de nouvelles mesures d'austérité qui arrivent en effet sur la Grèce. Alors, je suis presque gêné de reconnaître que depuis des mois, lorsque vous intervenez dans cette émission, ou parfois dans les journaux, c'est pour parler de la crise et des difficultés de votre beau pays, menacé, montré du doigt au niveau international pour ne pas payer l'impôt, pour ne pas avoir réussi ses plans d'austérité et pour pleurer misère en matière d'austérité aux autres pays européens. Elle n'a pas perdu son sourire. Et heureusement, c'est ce qui reste le capital important de la Grèce, c'est le sourire d'Alexia. Vendre le sourire. C'est très important. Alors, Alexia, nous vous laissons une demi-heure simplement pour que vous commentiez cette actualité. J'ai besoin de 3 phrases. Non, restons sérieux, il y a un véritable problème. Oui, c'est vrai que la Grèce à peine et que le gouvernement Papandréou doit restaurer, doit réformer 40 ans de laxisme budgétaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont complètement ubuesques dans ce pays. C'est vrai que peu de Grecs payent leurs impôts, même si tu es en train d'être réformé, tout ça. D'un autre côté, il y a une autre réalité, c'est qu'il y a une crise dans la zone euro, que quand les Européens et le Fonds monétaire international ont voulu aider la Grèce en 2010, ils lui ont soumis un plan d'austérité et apparemment c'est une recette qui ne marche pas parce qu'on demande à la Grèce des recettes et que le gouvernement grec, pour le moment, pour avoir des recettes, n'a trouvé qu'une seule solution, c'est de couper. Alors, mesures d'austérité et nouvelles taxes. Et c'est tout. Il n'y a pas de relance et il n'y a rien d'autre. Je vais poser des questions précises. Est-ce que l'on peut dire sur ce plateau, par exemple, qu'au fond, la Grèce ne remboursera jamais sa dette? Oui.
Oui. Oui, mais c'est une évidence. C'est une évidence que la Grèce ne pourra pas rembourser ces 370 milliards d'euros. C'est une évidence qu'on arrive à un moment où on revient au discours un peu précurseur de 2010 qui disait qu'il faut restructurer au plus vite la dette grecque. Restructurer, ça vient de ne pas rembourser. Ça veut dire voilà, organiser une faillite accompagnée, couper de 50% cette dette et alléger le pays parce qu'elle ne pourra pas. Et c'est tout simple. Axel commence à s'énerver, donc je vous pose la dernière question. Est-ce que l'on peut envisager une sortie de la Grèce de l'euro? Oui, mais avec une... Attendez, qu'est-ce que ça veut dire sortir la Grèce de l'euro, revenir à la monnaie, la drachme? Oui, non, mais il y a tout un tas de scénarios comme ça qui vont dans tous les sens. Non, il y a à ce que l'euro maintenant, et surtout l'Union européenne, doit proposer des solutions. Tant qu'il ne propose pas de véritables solutions pour rembourser cette dette de 370 milliards, que la solution soit restructuration, que ce soit une sortie accompagnée de la zone euro, oui. Oui, mais pour le moment, il n'y a rien de concret. On entend parler de chiffres, de mesures d'austérité, de grogne sociale, et c'est tout. Personne ne comprend rien sur ce qui se passe sur la Grèce, et surtout rien sur ce qui va se passer dans la zone euro. La semaine qui vient, dit-on, mais comme toutes les semaines, sera déterminante. Donc j'adore on verra. Ce mot, voilà tout est une crucial, semaine qui sera tout aussi déterminante que les autres. Axel, vous étiez au bord du malaise, donc je vous cède la parole. Et pourquoi? Parce qu'il y a deux personnalités qui osent dire la contre-vérité. C'est d'une part Obama, et le deuxième cette semaine, dans une grande interview qu'il a donnée à la télévision française, Jacques Delors. Et comme Geithner, ils ont dit la même chose. Le problème n'est pas l'euro. C'est vrai, il y a une crise en Grèce, mais le problème n'est pas l'euro. Le problème, c'est la politique suivie d'austérité, qu'il faut parler d'autre chose. La Grèce va jamais, selon cette analyse, jamais sortir de leur situation si on ne change pas la politique. Pour faire quoi? Pour créer la demande. Et pour ça, il faut déclencher des choses. Obama, lui, sort beaucoup d'argent. Il va prononcer un discours pour relancer la consommation. Et Geithner, le secrétaire du Trésor, est venu pour dire aux Européens, vous devez relancer la demande par des mesures monétaires et fiscales et des investissements dans l'infrastructure, etc. Et ça peut se faire si on est prêt d'admettre que l'austérité nous amène vers la récession, qui est exactement le cas. Paul Krugman, prix Nobel, le dit depuis 10 ans. Ils sont la base de cette crise. Voilà. Ils nous ont foutus dans la crise et ils viennent nous donner des recettes et nous dire que nous devons relancer l'économie. Mais s'il vous plaît. Mais non, les États-Unis, ça veut dire quoi? C'est pas Obama s'occupe de ses oignons et que s'occupe un peu de mettre d'ordre dans cette catastrophe qui est la finance des États-Unis d'Amérique, où toute la spéculation a droit de s'imposer avec un prix que nous payons pour les Américains. Alberto, je m'attendais à ce que vous soyez plus discret, compte tenu du fait que l'Italie, dit-on, n'est pas extrêmement éloignée de la Grèce en matière de situation de la dette. J'ai posé une question. Attendez, j'ai posé une question à Alberto. Cher Alberto, vous avez entendu ma question? Non. C'est la première fois depuis 10 ans. C'est la première fois depuis 10 ans que Alberto ne prend pas la parole lorsque je lui pose une question. C'est un événement. Là où Axel et Alberto ont raison, c'est vrai qu'on le voit. La Grèce actuellement est un cobaye, que toutes les mesures d'austérité qui sont testées n'amènent que de la récession, n'amènent pas de solution. Et ça, c'est une réalité que non seulement les Européens, mais aussi les États-Unis devraient prendre en compte. Et que les discours d'Obama sont toujours très bien rodés, mais que derrière, il y a une réalité qui avance beaucoup moins vite. Alors, non, attendez, je vous prie de m'excuser, parce que la parole est en partage, et puis il y a quelqu'un qui peut peut-être nous tirer d'affaire. Oui, il s'agit de la Chine. Donc, Jean, heureusement, vous êtes le banquier donc d'Axel qui... Ben oui, le banquier de l'Amérique. Est-ce que les puissances émergentes, on peut penser au Brésil, on peut penser à la Chine, peuvent venir au secours de ces économies aussi endettées, ces économies plus anciennes? Sûrement. Une réunion est prévue le 22 septembre. Si je ne me trompe, à Washington, il y aura une réunion. Mais la Chine ni les pays de BRIC n'est pas Dieu. Les émergents, oui. Voilà. Alors, ce que dit Alberto, certains Chinois sont presque prêts à le rejoindre parce que les Chinois... acheter mon livre, c'est chaque jour. Les Chinois... Et les Chinois découvrent que pendant des années, des décennies, les Américains vivent à crédit. Alors, vous le savez bien, parce que non, on ne savait pas. C'est le pays le gouvernement faisait tout. Et les citoyens chinois ne savaient pas. Et puis, deuxième étonnement, comment se fait-il que tous ces pays européens, tous ces pays occidentaux, qui sont
extrêmement, beaucoup plus riches, beaucoup plus avancés, beaucoup plus développés que nous, les pauvres Chinois, qui n'avons pas encore la protection sociale comme il faut, pas les conditions de vie, de travail satisfaisantes. Comment se fait-il? Eux, un jour, ils se sont endettés jusqu'au cou. Alors, voilà l'indignation des Chinois qui se disent qu'il y a certainement quelque chose qui ne va pas. Ça doit être le système financier occidental qui est malade. C'est d'ailleurs intéressant de voir que c'est Pékin qui engueulait les États-Unis sur le thème. Vous gérez mal votre économie. Vous vouliez ajouter un mot avant qu'on entende. Moi, je voulais seulement dire deux choses. La première est qu'on devra sortir tout seul de cette crise. L'Europe devra sortir seule de cette crise, mais dans un dialogue avec les États-Unis, parce que la crise a commencé en 2008 en Amérique, et le problème de la dette existe aux États-Unis, existe au Japon, existe en Europe. Ensuite, par rapport à la question grecque, le problème n'est pas de rembourser la dette, le problème est de refinancer la dette. Toutes les dettes sont refinancées. S'il n'y a pas de confiance, et s'il n'y a pas un cadre de confiance en Europe, dans l'Europe de l'euro, la dette ne peut pas être refinancée. Et le problème est de renforcer cette confiance entre les pays de l'euro. Mais c'est lié au fait que les gens ont la sensation qu'il n'y a pas d'Europe unie. Que chacun tire de son côté. Les Allemands ont une théorie, les Français ont une théorie, les gens du Nord maintenant ont une théorie, les Finlandais, etc. Tout le monde a une opinion. Moi, je pense qu'il y a une crise de la dette, mais si on regarde les montants, c'est pas non plus des montants absolument stupéfiants qui mettent l'Europe au bord du gouffre. Oui. La dette grecque, ça se 300 milliards. C'est pas non plus quand on regarde les masses européennes. Donc je pense que la vraie question qui rassurerait tout le monde, c'est est-ce qu'il y a une Europe unie, fonctionnelle, qui a des théories pour s'en sortir ensemble. Et quand on dit la Grèce va sortir de l'euro, je n'y crois pas, parce que ça va être la débandade. Tout le monde le sait très bien. Quand on dit la Grèce va revenir au drac, c'est n'importe quoi. Le pays sera tué. Donc tout ça, c'est de la blague. L'Italie ne tombera pas. La France ne tombera pas. Simplement, il faut des structures européennes qui soient beaucoup plus homogènes et fédérales, on va le dire. Allez, et voilà la raison un peu plus fédérale. Voilà la raison pour laquelle la Chine continue à croire en Union européenne, croire en euro. C'est quand même le premier marché du monde, le premier revenu par habitant du monde, la première puissance commerciale du monde. Enfin, je veux dire, on n'est pas non plus... Marie-Roger, un mot sur ça, sur cette crise des pays riches vus de l'Europe, de l'Afrique subsaharienne. Surtout cette histoire d'ajustement structurel. Je crois que les Africains avaient cru qu'on avait inventé ça pour eux, et parce que... Et ça marche aussi. Et on voit qu'on l'applique à la Grèce, mais de manière draconienne. Mais cela dit, on n'a pas vu de relance économique grâce aux ajustements structurels qui ont tout juste asphyxié les économies et aussi affaibli des secteurs vitaux comme tous les secteurs sociaux, comme l'éducation, etc. Ça a été négatif. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est resté dans les recettes et les remèdes, parce que ça n'a jamais apporté de résultats positifs nulle part au monde. Dernier mot. Deux mots. Non, un seul. Un seul. Bon, la responsabilité pour la crise n'est pas l'Amérique. C'était causé par l'administration Bush. Obama et son administration ont essayé de faire exactement le contraire. Et pour terminer, le problème, je crois, c'est le fait qu'il n'y a pas de gouvernement de gauche en Europe qui peuvent implémenter d'autres solutions que l'austérité. L'austérité est une politique des conservateurs qui sont au pouvoir partout en Europe, en Italie, en France, en Angleterre, etc. Et tout le monde, laissez-moi terminer, Alberto, laissez-moi terminer. Tous ces pays ont un consensus que l'austérité, qu'on applique extrémisme en Grèce, est la seule politique à suivre, suivie par les banques et les institutions. Eh bien, selon Obama, selon Papandreou, qui sont les deux socialistes, et Jacques Delors, qui n'est pas au pouvoir, et Zapatero, leur politique qui est obligé de quitter le pouvoir, est de créer la demande, parce que tous les économistes sont persuadés que la Grèce ne va jamais sortir de leur situation si on ne crée pas une demande pour relancer l'économie. Les socialistes grecs taxent les classes moyennes et les pauvres et ne taxent pas les riches de leur pays. Moi, j'aimerais qu'on m'explique. Elle peut peut-être nous expliquer, Alexandre. Les armateurs ne sont pas taxés. L'Église n'est pas taxée, alors que c'est un des plus gros propriétaires. Il y a un délire aussi. On fait payer les gens qui gagnent... Je donne juste ce dernier exemple, parce que l'austérité, c'est bien. Il y a besoin de mesures, il y a besoin de réformes en Grèce. Ça, c'est un fait, tout le monde le reconnaît. Et en Europe aussi, parce qu'il y a beaucoup de pays quand même qui dépassent les marges. Mais en Grèce, c'est une particularité.
popularité. Je vous donne un dernier exemple qui concerne la taxe immobilière. Elle a été annoncée la semaine dernière. Elle est censée concerner l'intégralité de la population grecque. Or, on annonce cette semaine que cette taxe immobilière, qui sera taxée via la facture d'électricité, donc si on ne paye pas de courant, eh bien, elle ne s'adressera pas à l'Église. Or, l'Église est le premier propriétaire foncier du pays, avec une fortune de 700 millions d'euros. Donc, si on ne taxe pas l'Église, 700 millions d'euros de propriété foncière. Donc, si on ne fait pas de taxe immobilière sur l'Église, si on ne taxe pas les armateurs, après, moi, j'ai rien contre chacun, mais au bout d'un moment, il faut savoir avoir une certaine justice sociale, et c'est ce que demandent les Grecs à l'heure actuelle. Merci. Alors, 2 dessins autour de cette situation. Le passé flamboyant, pourrait-on dire, de la Grèce revient dans les dessins. Voici ici devant le Parthénon, devant vous des ruines de la Grèce antique, derrière vous la Grèce ruinée. Ça, c'est un dessin de Michel Kichka que je vais vous donner, cher Alexia. Et puis cet autre, regardez le disco-ball revu et corrigé, les Grecs qui veulent toujours faire partie de l'Europe, tout en restant très attachés à nos coutumes. Ils sont en train de balancer un euro qui va aller se fracasser contre le mur. Voilà pour cette crise, mais on peut vous annoncer de prochains développements dans une semaine qui, elle aussi, je vous le redis, je vous le confirme, sera décisive, comme toutes celles qui ont précédé et celles qui vont suivre. Rapidement, nous avons jeté un coup d'œil sur l'agenda de la semaine qui vient, avec un rendez-vous extrêmement important. Il s'agit à l'ONU d'une demande de la part de l'autorité palestinienne pour créer, pour proclamer un État, puisque notamment les dirigeants estiment que les négociations n'ont rien donné depuis une vingtaine d'années et qu'il faut en quelque sorte passer en force diplomatiquement. On va d'ailleurs à ce propos écouter Mahmoud Abbas qui donne les raisons pour lesquelles il veut profiter de cette occasion pour à nouveau asseoir un État. Nous reprendrons les négociations sur tous les sujets, mais nous voulons revenir, si Dieu le veut, en tant que membre à part entière de l'ONU, reconnu par le Conseil de sécurité. Alors, je vous montre beaucoup de unes qui commencent à anticiper ce rendez-vous. La Croix, quotidien français d'obédience catholique, La Croix, longue marche des Palestiniens, qui fait sa une de ce rendez-vous. La Tageszeitung en Allemagne, oui ou non à la Palestine. En Israël, Netanyahou, le Premier ministre israélien, s'opposera à une reconnaissance internationale de l'État palestinien aux Nations Unies, comme ça il n'y a pas de mystère. L'autorité palestinienne, enfin avec ce titre de l'autorité palestinienne, Israël s'attend à une défaite à l'Assemblée générale des Nations Unies, donc optimiste. Vous voyez, je vous le dis régulièrement, la presse n'est pas une science exacte. Dans la Süddeutsche Zeitung, en Allemagne, le nouveau héros de Gaza, c'est Erdogan, qui a en effet apporté un soutien là-bas. Et puis dans Books, à quoi bon un État palestinien, avec cette photo d'une kippa d'un genre différent. Alors, nous y reviendrons bien évidemment la semaine prochaine, en fonction de ce qui se sera passé. Je voudrais simplement demander à certains d'entre vous la position du gouvernement, de leur gouvernement, et faut-il en attendre quelque chose. Obama bien embêté. Il avait dit, comme Bush d'ailleurs, qu'il fallait un État palestinien. Et cette fois-ci, l'Amérique pourrait mettre son veto? Malheureusement, il n'est pas aussi embêté que ça, parce que je crois qu'il a pris sa décision. Disons, il y a une chance sur 10 qu'il va s'abstenir ou de dire « OK, d'accord ». Vraisemblablement, il va opposer le veto américain pour une raison, et j'ai passé toute la semaine sur cette question, et la seule raison, je crois, c'est purement, largement électorale. Obama est en grande difficulté aux États-Unis. Entre parenthèses, chers collègues, nous avons 46 millions d'Américains qui vivent dans la pauvreté. Donc, il a un électorat américain qui a des très grandes difficultés. Un bon succès de l'expérience américaine. Oui, d'accord, mais je ne le défends pas, Alberto. Je dis simplement que la situation aux États-Unis est très, très, très difficile pour lui. Mais pour revenir à la question, il a absolument besoin d'un vote, pas seulement des Juifs américains qui sont autour de 6 millions, mais aussi des chrétiens de droite qui soutiennent la cause d'Israël. Deuxièmement, rapidement, il n'y a pas de lobby palestinien aux États-Unis, ni arabe. Donc, si le vote va contre lui, c'est vrai, tout le monde va le critiquer. Il va critiquer le monde arabe africain, mais ce n'est pas un kata pour lui, parce qu'il y a le vote dans l'Assemblée générale, vraisemblablement le 23, où on va obtenir un autre statut. Un statut supérieur pour cet État palestinien. Mais donc, vous nous dépeignez un Obama empêtré dans ses affaires intérieures, à un an des élections, et qui ne se sent pas forcément les mains humides, même si, je le rappelle, il a eu le prix Nobel de la paix. C'est un peu plus important, cette histoire, que les états d'âme américains d'Obama, etc. Que disent les Palestiniens? Ils disent toutes les autres méthodes
ont échoué. Tout ce qu'on a tenté a échoué. Tout ce qu'on a essayé de faire, on nous a dit de faire ci, on a fait ça, signer Oslo, on a signé Oslo, on nous a dit discuter avec Netanyahou, on discute avec Netanyahou, discuter avec Lieberman, on discute avec Lieberman. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? Qu'est-ce qu'ils peuvent donner de plus comme garantie? La colonisation se poursuit, on leur donne absolument rien. Gaza, excusez-moi, prison à ciel ouvert, donc ils disent, on va aux Nations Unies, on crée un fait nouveau qui va peut-être débloquer les choses. Il y a eu des réactions très intéressantes de la gauche israélienne, puisqu'il en reste, parce qu'elle a été un peu laminée. Mais il y a certains intellectuels de gauche israéliens qui disent « reconnaissons la Palestine ». Si ce gouvernement a été courageux et lucide, il sauterait dans le train, on reconnaît la Palestine et on négocie avec eux d'État-État. Le problème, c'est que le pouvoir israélien, celui-là ou un autre, ne veut pas d'une Palestine indépendante et d'un État palestinien. Tant qu'on ne le dit pas clairement, tout le reste, c'est de la blague. Que fera la Chine? La Chine soutient évidemment la reconnaissance. Cette démarche. Oui, soutient cette démarche avec la Russie fermement et pour cause. Et puis, parmi les 193 pays membres de l'ONU, plus de 140 soutiennent la Palestine. Et devant ce soutien massif, les États-Unis, je crois, n'ont pas à s'obstiner à l'opposition. Et je regrette beaucoup pour Obama parce que son élection a ravi le monde entier. Et cette fois-ci, il aurait pu bénéficier du climat dans le monde arabe. Tout bouge. Et Israël a perdu presque tous ses amis. Obama aurait pu faire un coup, je dirais faire un coup, pour faire avancer la paix. Alors, il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il pense son réélection. Non, donc il rate. Je vous donnerai la parole. Tout le monde ne s'est pas exprimé. Tout le monde rate une occasion pour devenir un homme d'État. Si on parle tous en même temps, le modeste modérateur que je suis vous le dit, les téléspectateurs ne vont rien entendre. Alors je vais donner la parole à Alberto. Les Européens sur ce dossier sont unis? Non. Les Européens ne sont pas unis parce que Berlusconi a promis à Netanyahou de voter contre ce projet. Je ne sais pas s'il le fera vraiment. Une autre partie des Européens votera pour. Je crois que, pour être simple, pour simplifier à l'extrême, si vous me permettez une opinion personnelle, le peuple palestinien existe, oui. Chaque peuple a droit à un État. Et je pense que le peuple palestinien, comme tous les autres peuples de la terre, y compris le peuple kurde, y compris bien d'autres peuples, a droit à un État. Il y a un dernier mot d'espoir que je vois. C'est une chance sur 10, parce que la semaine prochaine, Netanyahou, Obama et Mahmoud Abbas vont se trouver à New York. Il y a encore quelques jours, surtout avant le 23, quand il y aura la vote à l'Assemblée générale, il y a cette vague, peut-être une petite chance, que les trois vont se mettre d'accord pour trouver un compromis. Peut-être en repoussant la décision, peut-être en trouvant une solution, parce qu'Obama a dit dès le début, ce n'est pas la question de leur statut, c'est de relancer le processus de paix. Alors, est-ce que Netanyahou va bouger? Je termine parce qu'il y avait un éditorial, arrête cette semaine, qui a dit que la raison pour laquelle Netanyahou ne veut pas bouger, c'est parce que, selon cet éditorialiste, il croit qu'Obama ne va pas être réélu président des États-Unis et donc l'année prochaine, il va avoir des républicains au pouvoir et il peut négocier et continuer comme il a toujours fait avec eux. De toute façon, Obama n'a rien fait, à part 2 discours qui n'ont rien changé à la donne sur le terrain. Donc je ne vois pas en quoi celui-là ou un autre, ou un Bush New Junior, ça ne changera rien à la politique américaine. Et pourquoi? Posez la question, pourquoi? Il faut ça fera toujours parler tout le monde et finalement, ils trouveront toujours un consensus pour retarder les décisions. C'est ce qu'ils font depuis 2 ans maintenant et ça continuera comme ça. Il faut 2 de faire le tango. Oui, ça c'est... on nous l'a déjà sorti celle-là. Pour danser le tango. Nous, on a dansé avec tout le monde. Hein. Voilà. Même Netanyahou, on lui a pratiquement roulé des pelles. Je dirais, il faut arrêter ces histoires. Ils ne veulent pas d'un État palestinien. Ils n'en veulent pas, sauf à des conditions draconiennes qui sont inacceptables par n'importe quel Palestinien, même le plus modéré d'entre eux. Ça, c'est la vérité. Tout le reste, c'est de la blague. Eh bien, écoutez, nous verrons cette semaine. Nous allons suivre, notamment dans les journaux et sur les sites de TV5 Monde. Vous pourrez donc voir en direct ces négociations à l'ONU. 2 dessins pour conclure cette page, avant d'y revenir, je vous le disais, la semaine prochaine. Voici ici Abbas et Netanyahou qui font un barbecue
barbecue et qui font de la fumée. Bon, on espère qu'en effet une colombe pourra sortir de cette rencontre, mais pour tout vous dire, on n'est pas totalement certain. Et puis celle-ci, le regard de dilemme, Abbas à New York. Bah oui, au moins je ne suis pas dépaysé, dit-il, puisqu'il ouvre la porte qui ouvre sur un mur. Ziad, c'est pour vous ce dessin. Voilà, on poursuit avec le C'était il y a. On revient en France. Ça se passait il y a exactement 30 ans. C'était le 18 septembre, donc il y a 30 années, exactement en 81, avec une décision historique proposée par le gouvernement de gauche, mais votée bien au-delà de cette majorité, avec donc l'abolition de la peine de mort. Où en est-on 30 ans après? Le 18 septembre 1981, le Parlement français vote l'abolition de la peine de mort. Après une plaidoirie enflammée du ministre de la Justice Robert Badinter, le projet de loi a finalement été adopté par 363 voix contre 117. C'est la fin des exécutions par guillotine en France, l'un des derniers pays de l'Europe occidentale à supprimer la peine capitale. Le mouvement abolitionniste était né 2 siècles plus tôt au temps des Lumières, alors que la peine de mort s'applique à de nombreux crimes et délits. Le philosophe italien Beccaria le premier met en doute la légitimité et l'utilité du châtiment suprême. Mais en France, pendant la Révolution, c'est la guillotine qui triomphe des premières propositions de loi abolitionnistes. Au XIXe siècle, le champ d'application de la peine capitale est progressivement réduit. Le Venezuela, le Portugal l'abolissent même dès les années 1860. En France, en dépit du combat de Victor Hugo, la Troisième République continue de couper les têtes sur les places publiques. En 1908, un projet de loi abolitionniste est pour la première fois sur le point d'être voté à l'Assemblée, mais un crime odieux et un référendum du quotidien Le Petit Parisien conduiront au revirement des députés. La question ne sera plus posée pendant 7 décennies et les exécutions se poursuivront, bien qu'à l'abri des regards à partir de 1939. Il faut attendre les années 70 pour que le débat sur l'abolition revienne sur l'avant de la scène, en dépit d'une opinion publique majoritairement en faveur de la peine capitale. La victoire des socialistes et l'élection de François Mitterrand en 1981 permettront finalement sa suppression. Aujourd'hui, la France a ratifié avec une centaine d'autres nations des conventions internationales contre la peine de mort. Mais une 50aine de pays, dont les États-Unis et la Chine, continuent d'exécuter à tour de bras. Voilà pour ce regard. On a le sentiment, Axel, qu'année après année, un certain nombre d'États américains, puisque la législation change d'un État à un autre, proposent un moratoire, comme s'il y avait lentement un mouvement de l'opinion publique ou des dirigeants pour ne plus exécuter. Un point historique, Philippe. 16 États des États-Unis ont aboli la peine de mort, dont un certain nombre au 19e siècle. Minnesota, Wisconsin, Maine. Il y avait aussi en Amérique latine des pays qui ont aboli la peine de mort bien avant les Français. D'ailleurs, Washington, D.C., la capitale des États-Unis, a aboli la peine de mort en 81 aussi. Bon, parlons du Texas, par exemple. Le Texas est en tête de tous les... Il y avait l'année dernière 46 exécutions, dont la vaste majorité était au Texas et Virginia, les 2 États du Sud. Beaucoup d'États ont des propositions de loi pour abolir la peine de mort, mais, et c'est ça la grande différence avec presque tous les pays, sauf la Chine, où le niveau d'exécution sont entre 2 000 et 10 000 par an d'exécution. Aux États-Unis, à peu près 64%, parce qu'aux États-Unis, on fait des sondages. Ce n'est pas le cas en Europe, à ma connaissance. 64%. Là, forcément, en Europe, il n'y a plus la peine de mort. C'est ça, mais aux États-Unis, oui, d'accord, c'est vrai. Mais 64% des Américains sont pour le maintien de la peine de mort. Mais ça descend à 46 s'il y a le perpète garantie, et à ce moment-là, ça descend à 46%. Mais Obama est contre, beaucoup d'autres, mais les États ont le pouvoir, et il y a beaucoup d'États où ils considèrent qu'il faut le maintenir pour les raisons de dissuasion, de revanche des victimes, etc. L'autre pays où l'on pratique beaucoup la peine de mort, donc la Chine, sans qu'on ait le chiffre exact, est-ce qu'il y a un mouvement, une réflexion, soit des dirigeants, soit une poussée de l'opinion publique, pour sortir de ces peines de mort extrêmement nombreuses, qui sont pratiquées de façon nombreuse? Un changement qui est réel. C'est-à-dire que la Chine possède une population d'1,3 milliard. Oui. Donc quand on donne des chiffres, ça ne veut rien dire. Parce que proportionnellement, ça ne veut rien dire. Mais ceci dit, la peine de mort devient un sujet de discussion sur Internet et aussi au sein du ministère, de la classe politique. Parce que vous ne saviez peut-être pas,
quand le Parti communiste chinois, qui n'était pas encore au pouvoir pendant les années 20, le Parti communiste chinois a donné ses avis sur le pays. Et à ce moment-là déjà, il a proposé d'abolir la peine de mort. Mais après sa prise de pouvoir, bon, ça a changé. C'est-à-dire que quand on a tout un pays à gérer et quand un peuple est habitué à voir les têtes tomber, bon, alors c'est plus facile, c'est plus expéditif. Alors, et aussi dans les traditions chinoises, l'exécution des têtes tombées, c'est une façon de montrer le pouvoir, de montrer la puissance. Il y en a d'autres, hein. Oui, et puis aussi, bon, c'est pas pour le plaisir, mais le roi, l'empereur, c'était pour... Alors lui, parce qu'on peut rappeler tout de suite, rappeler quelqu'un qui était considéré, qui était condamné. C'est pour montrer que le roi peut tout. Bon, enfin, je retiens de ce que vous Alors dites. maintenant, on est en train de se demander si ce serait pas mieux de moins exécuter. Ça ne serait pas une moins mauvaise exécuter, idée. c'est mieux. Ça ne serait pas une mauvaise idée si je peux donner mon avis personnel autour de ce dossier. Voilà, pour les autres pays, les Européens, eh bien évidemment, il n'y a plus la peine de mort. C'est dommage quand même que le Front populaire français n'a pas aboli la peine de mort en 1936. C'est vrai. Il aurait en effet pu le faire. Tous les apologètes du Front populaire devraient réfléchir à ça. Exactement. Voici donc pour ce regard, donc Jean qui nous dit que peut-être les choses pourraient changer autour de cette question. On se prend les quelques minutes qui restent, où on a tout juste le temps pour parler d'une polémique. Oui. Une nouvelle polémique dans ce qu'il est convenu d'appeler la France-Afrique, c'est-à-dire les relations parfois très fortes, même bien des décennies après la décolonisation, entre Paris, entre donc la France, et puis certains régimes africains, avec l'accusation lancée par cet homme. Il s'appelle Robert Bourgi, c'est un avocat très au fait des relations entre la France et l'Afrique, et il affirme que des mallettes de billets de plusieurs millions d'euros circulent, notamment sous l'ère Chirac, au profit donc des campagnes, même si l'on voit ici Nicolas Sarkozy, il affirme ce même avocat que ça aurait cessé avec Sarkozy. Alors, interrogation, à nouveau les intéressés, c'est-à-dire Chirac et Villepin, ont affirmé que tout ceci était faux et ils déposent plainte. Peut-être un mot, tiens, je vous montre quelques-unes. Jeune Afrique qui nous dit la République bananière, ici. L'Express nous dit les amis encombrants de la droite. En Autriche, Chirac devra s'expliquer sur des mallettes africaines, etc., etc. Également au Sénégal, Le Soleil, Karim Wade qui dément et porte plainte. Au Cameroun, l'Afrique, caisse noire des dirigeants français. Est-ce qu'un mot de réaction, notamment pour nos confrères les plus impliqués? C'était un secret de Polichinelle. La seule chose, c'est qu'il donne des détails. On en parle de manière et d'autre depuis des décennies. Et on en a beaucoup parlé. Il y a juste deux choses. On se demande pourquoi les chefs d'État africains finançaient tellement les campagnes ou donnaient autant d'argent au régime en France, autant d'argent noir, en plus de ceux que que la France tire déjà des pays africains. C'était un marché de dupes parce que quel était le but de ça? Ils n'ont jamais eu de contrepartie. C'est-à-dire, si on y pense, et surtout, ça va se terminer. C'était ça avec le outing de M. Bourgi, je crois, c'est parce qu'il savait que le système est en train de s'épuiser. Je pense que la vraie question, parce qu'on dit les Africains, les pauvres, mais les Pakistanais, mais les frégates, mais Taïwan, mais je ne sais pas quoi, la politique française est gangrénée par de l'argent qui vient de l'extérieur, qui n'est pas de l'argent légal, qui n'est pas déclaré. Et je pense que la vraie question que ça pose à la République française, c'est le financement de la vie politique de ce pays et qu'on arrête d'avoir des gens qui viennent de partout financer des partis, des hommes politiques, tout ça au black. Mais comme si ça n'existait qu'en France. Il y a beaucoup d'enrichissement personnel. Oui, ça n'existe pas. Je vais juste vous donner un demi-exemple du père Papandréou, Andrés Papandréou, avec l'un de ces scandales fin des années 90, où l'un de ses ministres avait été justement arrêté parce qu'il transportait, c'était pas des valises à l'époque, c'est des sacs de Pampers, des sacs qui ressemblaient à des valises, vous savez, des en carton. Et voilà. Et pareil, on transportait, c'est pas nouveau et ça n'avait pas partie que de la politique. Voilà, ce serait donc une pratique internationale. On regarde quelques dessins autour de cela. Ce serait Bernadette Chirac qui dit ici à Chirac qui lui dirait allez, un Congolais avec une toque en léopard, des valises, tu les as mises où? Ça te rappelle quelque chose? Également,
Voilà, Le Pen, accusé de financement occulte, laissez les valises et retournez chez vous, et bien évidemment. Et puis celui-ci encore, les politiques français adorent les statuettes africaines, notamment lorsqu'elles sont pleines de billets. Voilà, ceci est pour vous. Non, 2 ou 3 mots encore, voilà, pour vous parler de ce livre d'Alberto Toscano, Les gaffeurs qui nous gouvernent. Merci Alberto. On fait aussi des gaffes les journalistes, mais celles que vous nous racontez dans ce livre sont assez édifiantes. Et puis j'en aurais terminé cette semaine en vous montrant ce kiosque dont la photo a été prise au Caire, place Tahrir, place de cette révolution, symbole extrêmement fort évidemment d'un changement à nouveau de gouvernance et de pratiques politiques. Merci de votre fidélité. Je conclus un peu rapidement, mais on reste ensemble toute la semaine, notamment sur les réseaux sociaux et sur le site où l'on attend vos réactions. Merci de votre fidélité.